Hi. Hey Mélo, ça va? Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Ça va Est-ce bien. que t'as pas eu trop froid aujourd'hui? Pas encore. Là, on est arrivé, il faisait officiellement moins 15, il faisait au moins moins 20 avec le vent. Et je dis bien au moins. Non, mon Dieu. Donc, ça s'en vient. Ouais, bonne chance à tous ceux qui sont dans des lieux qui ne sont pas chauds. Des maisons, par exemple. Ouais, par exemple. Je sais quand même que la province de la Nouvelle-Écosse, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ils ont pas mal déployé des centres d'hébergement pour faire face un petit peu à ce vortex polaire qu'on est en train de vivre. Des centres qui sont beaucoup menés par des organismes à but non lucratif. Yes. Parce que c'est eux qui travaillent là-dessus. Et la province met beaucoup d'argent dans plus de police à la place. J'allais être gentil. Je dis rien. Je dis ça, mais j'ai vu un reportage qui m'a tellement fâché cette semaine que genre, non. J'allais dire un truc bien sur la province en plus. Il y a des choses très bien. Il y a des organismes qui font des choses très bien. Ouais, c'est ça. Après les budgets, bon voilà. Mais globalement, bon bref, anyway. T'as passé une bonne semaine? Oui. J'ai fini un devoir à presque minuit hier, mais juste avant. Donc voilà. Maintenant, je suis libre pour quelque chose. Nice. Tu es libre aussi pour dire, parler politique, parler francophonie, dire de la merde sur les riches aussi. C'est. Yeah. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Yeah. C'est des choses normales de la vie qu'il faut faire un petit peu pour se détendre, tout ça. C'est ça, c'est la thérapie du vendredi. Oui, c'est ça, carrément. Au programme de l'émission aujourd'hui, comme d'habitude, on a la première partie avec les actus, et ensuite, en seconde partie, on se retrouvera avec Ludmilla, qui nous parlera depuis Montréal, et on va faire un petit bilan post-élection au Québec, dont on avait parlé il y a déjà 5-6 mois, là. Ouais, c'est le retour de Ludmilla, c'est nice. Ça, c'est nice. On a hâte de lui reparler. Et puis surtout qu'il se passe pas mal de choses au Québec. On va le mentionner là, mais on verra qu'est-ce que c'est sur le terrain après. Du sexisme chez les grands fonctionnaires, les grands de Hydro-Québec. Un petit peu. Puis aussi, là, une grosse polémique sur l'islamophobie au Québec. Donc on aura l'occasion d'en parler avec Ludmilla. Ça va être nice. Yeah. Au niveau des actus, petit retour sur l'actu comme d'hab. Ouais. Par rapport aux choses qu'on a vues les semaines précédentes et pas mal de petits développements intéressants. Ensuite, le mois de l'histoire des Noirs. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a. C'est quelque chose qu'on a au Canada. Yeah. Et qui est particulièrement intéressant. De prime abord, tu te poses la question, à quoi ça sert? Yep. Et ensuite, tu comprends et tu te dis, c'est ça. il y a une nécessité. Il y a une nécessité même au Canada. Enfin, moi, je vais vous parler un petit peu de McKinsey. McKinsey, vous le connaissez, c'est ce cabinet de conseil qui conseille les organisations, les gouvernements, qui est beaucoup décrié parce qu'il porte une vision particulière de la société, il donne des conseils un peu particuliers, et il se trouve qu'ils ont signé un contrat jusqu'en 2100 avec le gouvernement fédéral. What a deal! What a deal! Tu te demandes à quoi sert la fonction publique, du coup? Oui, et genre, l'idée d'un contrat jusqu'en 2100, le concept même, un peu, je sais pas, ça me rend un peu confuse. Moi aussi. je dis ça, je dis rien, mais je dis ça. Une bonne nouvelle en fait, ensuite, l'avortement, donc ce qu'on appelle en France l'IVG, l'intervention volontaire de grossesse, qui rentre dans la Constitution française, avec un point d'interrogation, et on va expliquer pourquoi. Et enfin, les bonnes nouvelles de la semaine, on a quand même des news très positives. Oui, parce que la semaine dernière, ça a été quand même vraiment lourd, donc c'est quand même vraiment moins déprimant que la semaine dernière, ce vendredi. Sorry, guys, mais des fois, il faut aussi parler des choses plus lourdes, mais c'est ça, on fait une petite moyenne. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on lit le chat. Si vous voulez revenir, qu'on explique des choses, si on a les réponses, on peut chercher l'info, on peut trouver. N'hésitez pas, on lit le chat. Donc, coucou le chat. Et puis, on est parti. Alors, petit retour sur l'actu. Que fait notre ami François en République démocratique du Congo, Mélo? Donc, Frank... non, donc le pape François est parti en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains pour, premièrement, une visite parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de pape qui est allé. Puis, il a vraiment fait des discours quand même, surtout pour un leader de religieux qui... Non, mais souvent, tu essaies de rester plus ou moins, pas neutre, mais où il y a certaines revendications qui vont moins être faites. Puis là, vraiment, c'est... il a dit, genre, soyez le leader de votre propre destin, etc. Donc, c'est vraiment de
dire aux personnes de se relever. Il voulait aller dans certains coins où il n'a pas pu y avoir accès. Là, il est au sud du Soudan, qui est en tant que soit un endroit où même des politiciens vont pas. Non. Donc, c'est intéressant, mais c'est vraiment des discours anticoloniaux. Puis moi, ça me fascine quand même un peu de voir, c'est ça, un personnage public qui, en tant que soi, a le pouvoir de dire un peu ce qu'il veut. Qui est le leader un petit peu de quand même, qui est le leader spirituel de près de, tu vois, 1,5 milliard de personnes, tu vois. C'est ça. Les catholiques, ça représente quand même un sacré badge de monde dans le monde. Et donc, à la place d'aller voir les personnes dans ces pays-là et leur dire « Ah, c'est votre faute » ou « C'est Dieu qui a décidé que tout allait mal dans votre pays », ben c'est vraiment non, comme, tu sais, prenez les règnes, tu sais, sortez les gens qui vous exploitent, puis let's go, tu sais, c'est quand même... C'est quand même intéressant. Moi, ça me... Alors après, pourquoi il y va aussi? C'est ça. C'est pas juste pour dire que le colonialisme, c'est mal, là, clairement. Premier point, le pape François, c'est quand même un des papes les plus progressistes qu'on ait jamais eu. Absolument. Après, il a quand même dit que l'homosexualité est un péché. Ouais. L'homosexualité est un péché, enfin, tu vois, donc... Non, ben, tu sais, on va pas lui lancer des fleurs, non, ça reste un mec, voilà. Voilà. pour moi, il y a aussi quelque chose, il y a aussi une guerre de la... culturelle et des différents courants religieux à travers le monde. Mm-hmm. La République démocratique du Congo, le Sud-Soudan, c'est des endroits où il commence à y avoir des guerres d'influence, comme partout en Afrique de l'Ouest, entre la présence américaine, donc souvent avec un relent de libéralisme qu'on reconnaît plus dans le protestantisme, tu vois, ou dans l'anglicanisme, plutôt que dans le catholicisme. Oui. Et de l'autre côté, aussi l'influence de la Russie, qui se fait de plus en plus sentir dans plein de pays, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun. Et du coup, qui eux sont orthodoxes. Donc tu te dis, est-ce qu'en plus derrière ce tableau-là des jeux d'influence, il n'y a pas aussi en sous-main, tu vois, une question sur, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille défendre l'influence de l'Église catholique là-bas? Puis, on va quand même le rappeler, l'Afrique francophone est un des plus gros viviers au monde de catholiques. Tu vois, donc il ne peut pas ne pas y aller. Donc, un pape progressiste qui prend des risques. Ce que je trouve intéressant qu'il fasse toute la réflexion anti-colonialiste, il y a aussi, il ne faut pas oublier le côté quand même fort des logiques qui ont été utilisées dans tout ça. C'était beaucoup de logiques religieuses. Donc, je veux vraiment pas qu'on efface ce côté-là et qu'on oublie tout ça, mais ça, je trouve ça intriguant. Oui. Voilà. C'est pas Peut-être que ça va donner du... Oui. C'est intéressant de voir ça. Un levier pour en parler dans certains cercles où on n'en parlerait pas. Ah. Je pense que c'est surtout ce côté-là où je me dis, OK, si ce gars-là, il en parle, peut-être que ça va faire que d'autres personnes dans les mêmes cercles vont en parler à la place de l'ignorer ou de le présenter d'une autre façon. Oui. So, yeah. On pourrait dire plein de trucs. Salut, Alt. J'espère que ça va. What's up? Du coup, oui, Pape François, on aurait plein de choses à dire, mais c'est ça, c'est ça qu'on a à dire pour l'instant. Manifestation record en Angleterre pour les salaires. Mélo, je sais que toi tu voulais flaguer un peu ça parce que moi je parle beaucoup plus de ce qui se passe en France, aussi par intérêt personnel parce que je suis un travailleur. Il se passe quoi en Angleterre? Donc il y a eu plusieurs manifestations, puis il y a le gouvernement en ce moment qui est l'idée par un leader qui n'a pas été élu, donc il a repris ce que quelqu'un qui n'a pas fait une bonne job a fait, et là, lui, il continue plus ou moins de façon très, très, très néolibérale. Et là, il y a le coût de tout qui augmente énormément. Il y a les gens, ils arrivent plus trop à payer quoi que ce soit. Tu choisis entre la bouffe ou le chauffage quand il fait froid, c'est inacceptable. Et là, tu as les enseignants qui sont dans la rue, entre autres, mais maintenant, c'est les enseignants qui sont en train de dire, on a besoin parfois de prendre une job en plus pour arriver à finir nos fins de mois. C'est quand même vraiment glauque quand des travailleurs publics qui sont vraiment clés dans un fonctionnement démocratique puis une société at large sont rendus là. Donc, c'est ça. C'est juste beaucoup de mouvements, mais il y a eu beaucoup de travailleurs publics dans les derniers mois, beaucoup par rapport à la santé, et on le voit dans d'autres pays aussi. Mais en ce moment, c'est en Angleterre. Puis ça m'a juste... Comment je veux dire? Ça m'a marqué dans le sens que on voit un peu partout des manifs ou des revendications qui sont pas nécessairement liées directement. Donc là, c'est par rapport au salaire. Là, c'est la réforme des retraites. Mais en même temps, t'as tout le monde qui dit oui, mais c'est aussi parce que avec tout ça, on a quand même du mal à finir nos fins de mois, etc. Et je pense qu'il y a juste un
un ras-le-bol général un peu partout Yes. où, c'est ça, on voit que les gens disent non. Non, ça fonctionne pas de laisser les trucs gérer comme ils le sont, puis je veux pas avoir à m'en faire Yes. tous les jours en me demandant si je vais pouvoir payer mon chauffage à la fin du mois. Alors que j'ai un job. Exact. Et que j'ai un des jobs les plus valorisés dans la société, entre guillemets, tu vois. Alors, pas partout dans le monde, pas dans tous les pays, mais en tout cas, un des jobs qui représente quand même un truc où tu te dis, oui, je c'est suis quand même prof, respecté. je dois m'en sortir, quoi. Yeah. Et juste pour spécifier que en Angleterre, c'est un record de près de 10 ans qui a été battu avec un nombre de manifestants qui était vraiment, vraiment important. Oui. Donc ça, c'est à noter. Donc ça, c'est intéressant. Seriez-vous révolutionnaire par hasard? Eh bien, nous sommes dans le tour d'actualité. Donc on décrypte l'actualité avec notre lorgnette, mais effectivement c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe du point de vue des manifestations. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vis-à-vis des gouvernements, il faut engager un rapport de force. Yeah. S'il y a personne en face, tu vois, par exemple, les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote en votant. Non. Ça prouve Non. qu'il y a d'autres manières de faire pour obtenir des choses. C'est ça. Puis c'est rare que ces droits-là soient donnés en demandant s'il vous plaît, est-ce que je peux faire ça? C'est très rare quand même. Yeah. Donc voilà, mais c'est partout. C'est partout, c'est pas un endroit, mais je trouvais ça intéressant que ça continue en Angleterre. Il y a même eu le gouvernement a essayé de mettre en place une loi qui rendait illégal Les pour strikes. certains groupes C'est ça. de faire des manifs ou de faire des strikes. C'est quoi une strike en français? Une grève. Une grève, merci. On a vu que ça a été mis en place en Nouvelle-Écosse quand les enseignants ont voulu prendre une grève. Donc, ils ont fait ce qui s'appelle une grève du zèle, qui est je rentre le matin, j'enseigne, je pars dès que la cloche sonne, il n'y a rien d'autre, bye. Et là, turns out que quand il n'y a absolument rien d'autre, il y a un gros manque par rapport à la culture et aux besoins des élèves, etc. So, ça a quand même passé un message. Il y a d'autres façons de tu sais, dire qu'on n'est pas content, mais la grève, ça a l'air d'être un bon... Puis c'est quand même... C'est antidémocratique de pas laisser les gens Manifester. manifester et dire leur opinion, peu importe si on est d'accord avec ou non. Puis c'était une des choses que j'avais dit à propos des truckers quand ils ont fait leur manif au Canada. Je suis complètement pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais en tant que soi, ils devraient absolument avoir le droit de dire « je suis pas content ». Exact. Et de manifester. Tant que c'est fait de façon safe et respectable, etc., sure. Il n'y a aucune raison pourquoi ça devrait être un problème ou même une raison d'appeler des ordres de la loi ou quoi que ce soit. Après ça, il peut y avoir d'autres problèmes, etc. Je dis pas que des fois la casse, ça sert aussi à quelque chose, mais quand ça inclut même pas ça, tu peux pas dire aux gens, t'as pas le droit. Exact. So, anyway, qu'est-ce qui se passe en France? Alors, de mon côté, la France, même refrain, plus ou moins. Donc, là, le gouvernement français est en train d'essayer de faire travailler les gens plus longtemps. Et quand je dis les gens, c'est pas les gens bien nés, c'est pas les gens riches, c'est des gens qui, malheureusement, sont dans la précarité. C'est une réforme des retraites qui veut allonger l'âge de départ à la retraite de 62, là où il est actuellement, à 64 ans, ce qui va pénaliser majoritairement les gens qui ont des carrières hachées, comme on appelle ça, avec des trous dans leur carrière, comme les femmes, souvent liées à la maternité, liées au fait d'avoir des enfants, etc. etc. Et les personnes qui auront commencé à travailler le plus tôt, c'est-à-dire ceux qui auront fait le moins d'études et du coup qui auront les jobs les plus durs au niveau physique. Du coup, on est face à un gouvernement qui est un peu borné, qui veut vraiment faire ça et c'est avec aucune vraie raison finalement. Même les raisons financières commencent à être vraiment détruites. Donc il n'y a plus d'autre raison qu'une sorte de totem libéral, tu vois, libéral économique, on s'entend, qui va avoir du mal à arriver, puisque grosse manifestation, l'organisation, l'intersyndicale, qui est le groupe de tous les syndicats qui organisent ces manifestations et ces grèves, ont dénombré 2 800 000 personnes dans les rues de France la dernière fois, le 31. Nice. Et la police elle-même, qui d'habitude a des chiffres vraiment énormément inférieurs, essaie de minimiser un petit peu les manifestations, a quand même dénombré 1 200 000 personnes, tu vois, donc c'est énorme pour la police. Donc nous, c'est un record de 30 ans qui a été battu. Donc c'est vraiment Et les manifs, imposant. c'est quand même un sport en France, là. Alors, oui, c'est un sport. Sans comme enlever ce que ça représente, mais... Non. Surtout quand tu viens... OK, au Canada, on fait pas de manif, là.
Donc, quand tu Non, viens de là, et surtout d'une petite province, tu arrives en France, et c'est normal qu'il y ait des manifs, il y a un horaire des manifs, il y a un horaire des grèves. C'est fascinant. Ouais. Mais le fait qu'il y a un record, ça montre vraiment que... Il y a une animosité. Ouais. Tout le monde est contre cette réforme, à part ceux qui sont déjà à la retraite et les riches. Donc Ouais. à un moment, Yeah. tu vois, il y a des fois où tu peux être sur la zone grise et tu te dis ça peut passer, etc. Là, on se rend compte que c'est vraiment un totem plus que vraiment une réforme qui va être utile ni quoi que ce soit. Tu vois. Et surtout, tu as beaucoup de gens dans les oppositions qui... parce que la Chambre est même pas pour. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement s'apprête à faire passer une loi contre l'avis même des représentants du peuple. Donc là, bon, voilà, il y a énormément de choses contre. Aussi, une chose que je voulais dire, pourquoi la grève est un sport un petit peu en France. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça fait que, désolé, mais nous, on a 5 semaines de congés payés. Vous en avez 2, tu vois. Ah, absolument. Enfin, je dis on... Bah attends, j'en ai 2. Un peu plus parce que j'ai négocié, mais... Non, mais absolument, donc, absolument. Pourquoi on a pas de sick bank, en gros pas de quota d'arrêt maladie, mais que dès que t'es malade, bah tu vas pas travailler, puis bah t'es malade. Pourquoi on a une retraite qui est pas une retraite où t'es obligé d'aller investir dans des fonds financiers dégueulasses pour avoir ta retraite. Bref. Et aussi, une des news qu'on va développer tout à l'heure, mais notamment la présence de plein de progrès dans nos lois, c'est aussi lié au fait que, effectivement, la manif, c'est un sport, mais ça mène à des choses, quoi. Absolument. Ça mène aux congés, ça mène aux vacances, ça mène à la retraite, ça mène à la protection des plus faibles, et on espère bientôt à la protection de l'environnement. Enfin, donc, c'est tout un engrenage et tout. On va juste rappeler une chose, c'est que pas besoin de casser quand on fait une manif pour se faire entendre. Le fait d'être en manifestation et de faire grève, une grève générale, ça prend à peu près 1 à 2 milliards de PIB qui s'en vont, de production de richesses qui s'en vont. Et ça, souvent, ça suffit à ce que les possesseurs d'entreprises appellent le président et lui disent « Hey gros, t'es en train de foutre la merde, on perd plein de thunes, donc arrête tes conneries, ta loi, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du business. » Donc, à un moment, même les capitalistes vont se retourner contre le gouvernement. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là... Voilà, bon bref, le gouvernement est isolé, pas de raison d'en parler beaucoup plus. Là, on a 2 prochaines dates de manifestations et de grèves qui vont arriver en France. On espère que ce sera des réussites également, mais plus le gouvernement parle et tente d'expliquer pourquoi c'est bien cette réforme, plus les gens sont contre. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On a la chance de pouvoir faire tomber un gouvernement libéral, et je pense qu'il va tomber. Il n'y a pas d'autre raison. Si ça passe pas, il n'y a plus aucune raison qu'il soit au pouvoir. Donc, c'est nice ce qu'on est en train de vivre. C'est nice. C'est un chiffre que j'ai trouvé ironique. Je te redis, c'était pas drôle, mais ironique. C'est que la moyenne que les femmes vont travailler en plus, c'est 9 mois. Donc, c'est là où tu dis genre, c'est juste être enceinte une autre fois ou whatever, là. Non, mais merde. C'est presque 1 an de plus pour littéralement aucune raison valide. Pas que de toute façon, at large, la réforme. Dégueulasse. Il y a plein de problèmes. Voilà. Mais ouais, le fait que c'était un 9 mois, ça... C'était nice, hein? Ouais, un beau symbole. Qu'est-ce qui se passe au Québec? On va en parler plus avec Ludmilla après, mais... Oui, mais donc la nouvelle personne en charge de parler de l'islamophobie au Canada et hopefully faire des changements, il y a quelques années, avait écrit par rapport à la loi 21, qui est une loi au Québec qui vise à séparer l'État et la religion. En tant que soi, oui, ça devrait déjà être en place. Mais c'est une loi qui visait vraiment à enlever les signes religieux. Il y avait des clauses grand-père, donc tu as un crucifix dans ton building depuis un certain temps, pas de problème, tu as le droit de le garder. Clause du grand-père, juste pour... je pense que c'est le même mot pour tout le monde et partout, mais en gros, c'est de dire, si ça fait autant de temps que tu fais cette chose-là, la nouvelle loi va pas s'appliquer à toi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, si tu le fais depuis un certain montant de temps, ça s'appe pas à toi, même si techniquement... Voilà. Ton crucifix, tu l'appuies depuis plus longtemps que le voile de ton enseignante. Oui. Surprise! Puis, c'était vraiment par rapport à des symboles religieux qui... Encore une fois, oui, sure, enlevons les symboles religieux des choses publiques, mais... Réellement, c'est pour dire aux personnes qui ont, par exemple, un voile que t'as pas le droit de le porter parce que ça fait pas partie de ton habillement. Que, personnellement, ça change littéralement rien au travail que la personne fait si elle porte un voile, par exemple. Mais en tout cas, ça a été vraiment, vraiment utilisé contre les personnes musulmanes ou qui portent même des turbans, etc. D'autres religions où il y avait... En général, c'était quelque chose par rapport
qui est porté sur la tête. Yes. Puis donc, elle a écrit en disant, ben, c'est une loi islamophobe, le Québec est islamophobe. Peut-être que ça a été un peu harsh, mais donc maintenant qu'elle est dans ce poste, ben, la droite québécoise dit non, inacceptable, out, démission. Puis t'es là comme, ben oui, mais non, mais ça marche pas comme ça. Premièrement, on se parle parce qu'on est des adultes, mais deuxièmement, c'était par rapport à une politique islamophobe d'après pas mal le reste du pays. Yeah. Sorry. C'est peut-être pas la façon la plus Non, après, il faut, dans son délicate contexte, de l'avoir présenté. dans son contexte, mais... je vais déjà dire salut Cédric, bonjour. Moi, ça... Je pense que je sais qui tu es et c'est nice. Et ben, bonjour du Canada. Et dans un autre point, par rapport à ça, elle, c'est aussi une activiste, c'est une militante. Oui, bah oui. À un moment, si tu veux faire bouger les choses, comme on l'a dit pour la grève, il faut prendre aussi des positions un peu dures. Il y a une loi qui se présente comme étant, ben, finalement, on sépare la religion et l'État, mais clause du grand-père, les cathos, ils ont le droit de rester et de laisser leur truc, et les musulmans qui viennent d'arriver, ben non, vous virez tous vos hijabs, et etc. Bah, parce que apparemment, mais ça se retrouve à être islamophobe. Puis genre, c'est pas parce que tu portes ça que t'es en train de convertir quelqu'un de force. Là, t'es littéralement en train de porter un vêtement. Ça peut représenter plus. Mais c'est là où je me pose la question, mais si quelqu'un porte un foulard parce qu'ils ont, je sais pas, des traitements contre le cancer puis ils perdent les cheveux, est-ce que là, on est en train de se poser la question, est-ce que c'est religieux, ça l'est pas? Comme, c'est là où tu dit c'est vraiment stupide. Le voile concentre énormément de haine et de réflexion et je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie qui pourrait être mise ailleurs. Oh my god, absolument. En tout cas en Nouvelle-Écosse, le fait de bosser dans la francophonie avec plein de femmes voilées, plein de gens très divers et tout. Et pareil, aussi autre chose, hein. Sorry, mais le turban. Ouais. On se pose jamais la question du turban. Why? Alors, l'hindouisme n'a pas l'air d'avoir, dans l'histoire, été en lien avec le christianisme au point qu'il y a eu des croisades. Oui. Certes. Fair. Mais l'autre point, c'est que c'est aussi des mecs. Oui. Tu sais, donc tu te dis, putain, ça fait vraiment beaucoup. Non, mais vraiment. Moi, je suis un... Je vais pas appeler ça un laïcard ou quoi que ce soit. Tu vois, je pense, les gens font ce qu'ils veulent et puis la religion, ça reste chez soi, etc., etc. Mais là, on se rend compte que même quand t'es laïque et que tu veux même défendre la séparation entre les pouvoirs religieux et la religion et l'État, où il n'y a pas de lien avec les deux, même quand t'es comme ça, tu te dis non mais stop quoi. C'est toujours les mêmes qui sont ciblés. Ouais. Ou il y a des religions où je sais pas, les femmes montrent pas leurs épaules ou portent des manches longues. Ben, je vais pas aller voir chaque personne qui couvre ses épaules puis couvre ses bras que lui demander si c'est une affaire religieuse. Tu sais comme c'est là c'est ça. Juste quand tu regardes les détails, tu te dis en fait c'est complètement con et en fait c'est presque toujours par rapport à l'habillement des femmes parce que la religion. Mais regarde le corps des femmes. Les catholiques, t'as certains groupes catholiques et certains groupes religieux chrétiens qui ont des tenues vestimentaires particulières, tu vois. Je prends juste un exemple. Certaines, dans l'histoire en tout cas, certaines communautés acadiennes, par exemple ici en Nouvelle-Écosse, avaient, tu vois, des traditions de porter toujours un truc sur la tête, etc. Totally. Non, mais c'est là où genre, mais t'es pas assez blanc, puis t'es pas assez ci, alors là c'est mal. Donc c'est pour ça que il faut s'arrêter un petit peu dessus et dire, voilà. Yeah. Je peux te faire un point sur la suite ? Yes. Tu te souviens, la semaine dernière, on a parlé de l'assassinat de Martinez Zogo, qui est le journaliste camerounais qui était le directeur de la radio Amplitude et qui, en gros, enquêtait sur la corruption qui a cours au Cameroun. On va rappeler que le Cameroun, c'est un pays hyper dangereux pour les journalistes. Et là, l'assassinat de Martinez Zogo, il y a 2 semaines, ça en est la preuve. Ouais. Et en fait, il se trouve que derrière ces accusations, on commence à parler de Jean-Pierre Amougou Bellinga, qui est un homme d'affaires camerounais, qui est à la tête de plusieurs entreprises et qui aurait commandité le meurtre de Martinez Zogo. Donc, affaire à suivre. La seule chose que je peux dire, c'est que il s'est passé un truc un peu rocambolesque entre hier et aujourd'hui. Donc, la police a arrêté Jean-Pierre Amougou Bellinga là pour l'a interrogé et il est ensuite ressorti, etc. Lui a appelé tous les médias. Parce que tout le monde s'est un peu saisi de ça, tu vois, c'est l'affaire un petit peu qui est chaude actuellement. Lui a appelé tous les médias et a mis en scène sa sortie comme quoi il n'était pas vraiment allé en prison, etc. etc. Tu vois, et en plus, le truc, c'est que la majorité des médias se sont excusés. Non mais, pour montrer le niveau de liberté de la presse, donc tu te dis... nous, francophones, on essaie de tous se connaître, tous se comprendre, essayer de savoir un peu ce qui se passe. Et tu te rends compte qu'il y a certains pays où l'information circule
pas librement. Et c'est d'autant plus intéressant, tu vois. Pas librement ou littéralement au risque pas de ta du tout. vie. Au risque de ta vie. Ouais. Au risque de ta vie. Ouais. Bref, donc voilà, on voulait faire un petit développement là-dessus. On a hâte de savoir ce qui va être de l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo, parce que c'est un symbole important pour l'Afrique francophone, pour le Cameroun, et puis aussi pour la corruption qui a cours un peu partout dans le monde, mais pas mal au Cameroun. Du coup, voilà, en espérant que les coupables seront trouvés. En espérant traduits en justice. que ce crime peut-être nous fait apprécier, mais aussi revendiquer aussi la liberté de la presse. Yes. Donc apprécier celle qu'on a, mais revendiquer où il n'y en a pas, où il y a un manque, où il y a des lois qui sont en train d'aller contre, où il y a la loi qui n'est pas appliquée. C'est ça. Ça devrait pas être quelque chose qui est au dépend de ta vie. Exact. Puis enfin, pour finir, le Burkina Faso, vous le savez peut-être, mais Thomas Sankara était le leader qui était vu un peu comme le leader panafricain, qui a vraiment mené les révolutions et les révoltes au Burkina Faso, et qui était vraiment très influent, qui militait notamment pour une monnaie commune en Afrique, qui militait pour un panafricanisme fort. Un peu, c'est étrange parce que ça fait vraiment le lien avec ce que dit maintenant le pape François quand il débarque en RDC, tu vois. Et en fait, Thomas Sankara a été assassiné il y a 40 ans. On a des suspicions que, donc, dans le cadre d'un coup d'État, lui et 12 officiers ont été assassinés, et il semblerait que la France soit pas mal mouillée avec cette affaire. Le Burkina Faso, à l'époque, venait de gagner son indépendance, donc c'était encore des relations ténues, tendues, même si ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il était indépendant, mais Thomas Sankara était vraiment en train de construire quelque chose avec la nation. Thomas Sankara, c'est un militant aussi qui se revendique du marxisme, et donc en fait, de l'anticolonialisme, du panafricanisme, et qui fait que, à un moment où les puissances coloniales avaient légué l'indépendance, mais comment continuer à tenir quand même plus ou moins les États africains avec des chaînes, comme peuvent l'être le franc CFA. On va le rappeler, le franc CFA, aujourd'hui, s'appelle le franc de la coopération française en Afrique. Au début, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. On n'a même pas pris la peine de changer le nom. Mais non, c'est même pas là. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'il se passe encore des choses de la part du colonialisme. Et là, enfin, donc vous avez suivi peut-être au Burkina Faso pas mal de coups d'État successifs. Le dernier en date a quand même semble avoir mis au pouvoir quelqu'un qui respecte énormément la cause panafricaine et notamment celle de Thomas Sankara. C'est compliqué d'avoir plus d'informations là-dessus, donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais je veux juste dire une chose, c'est que les restes de Thomas Sankara ont été identifiés dans une fosse commune à l'époque, et il va pouvoir, donc le gouvernement a pris toutes les précautions pour pouvoir récupérer et intercepter ces restes, pour pouvoir donner enfin un enterrement digne à Thomas Sankara, un enterrement qui mérite vraiment pour toute son œuvre. Les mardis, je stream. Un de ces prochains mardis, on va se faire un des discours de Thomas Sankara à New York auprès des organisations Black Panthers et des leaders afro-américains. C'était un discours que lui faisait en français, qui était traduit du coup par un interprète dans la salle et qui appelle vraiment à la fin de l'impérialisme. On est dans les années 80, donc à un moment très tendu, guerre au Vietnam, etc., tu vois. Mais voilà, donc à saluer ça. Voilà. Enfin, Thomas Sankara va trouver sa dernière demeure, et c'est une bonne chose pour toute l'Afrique. Je pense, je dis ça en tant que blanc d'Amérique du Nord, mais en tout cas, quand même. Ouais, c'est vraiment bien. Alright, pour suivre un peu là-dessus. Tu as vu ce fil rouge? Wow! Donc, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, dépendant de si c'est au niveau fédéral ou provincial, ça a des différents noms. En Nouvelle-Écosse, ça a été renommé le mois de l'héritage africain. Donc, c'est des petites nuances. Mais en gros, c'est un mois qui a été créé... Attends, j'ai des dates, là. Je vais même être professionnel puis dire des affaires intelligentes. Donc, ça m'a pris une minute pour comprendre, mais en fait, donc, au Canada, c'est depuis 1995 que ça a été rendu, disons, officiel à la Chambre des communes. Puis ça a été proposé par Jean Augustine, qui était la première députée noire au niveau fédéral du Canada. Elle est devenue députée en 1993, donc juste pour dire que ça c'est quand même récent comme chiffre pour dire que c'est la première. Mais enfin, donc, il y a eu ça en 1995, mais ça a pris jusqu'en 2008 pour que ce soit officialisé au niveau du Sénat. Donc, ils ont pris leur petit temps pour choisir ça. Mais, donc, c'est quand même
relativement récent que c'est vraiment célébré et qu'il y a du budget, par exemple. Ouais. Mais que, ça a été mis en place. Mais c'est super important parce que l'idée vraiment, c'était de célébrer l'excellence des personnes noires et de les valoriser et de voir qu'ils existent, quoi. Parce que on voit que si on fait pas ça, c'est vraiment facile de laisser les gens de côté puis de continuer dedans. Le racisme systémique. Exact, dans notre fonctionnement colonial. Le Canada a été un pays... C'est un pays qui a été mis en place par des colonisateurs. C'est un pays qui a agi très longtemps, très ouvertement, de façon coloniale. Donc, je dis pas qu'il y en a plus maintenant, il y en a encore, mais... Tu sais, il y a quand même, tranquillement, on essaie de faire mieux. Yes. Et donc, la mise en place du mois de l'histoire des Noirs, c'est autant pour l'éducation que pour la revendication, que pour la célébration. Alors, c'est vraiment un gros mix. Et c'est autant à propos des personnes qui sont ici depuis des générations, des personnes qui viennent d'arriver, et tout le monde entre. Yes. Pour un peu créer un moment de solidarité. Alors, si je peux donner un exemple de ce pourquoi c'est encore important, Yes. il y a encore beaucoup de communautés noires, notamment en Nouvelle-Écosse, qui galèrent énormément à avoir accès aux services les plus simples, comme de l'eau potable. Il faut quand même rappeler qu'à travers l'histoire, la première personne noire arrive dans les années 1600, tu vois, notamment en étant traducteur. Oui, c'est un polyglotte hyper éduqué qui est une personne très, très importante. D'Acosta, c'est pas ça? Je me souviens plus son nom. Oui, Mathieu d'Acosta. Il apprend les langues autochtones très rapidement. C'est vraiment... c'est du colonialisme, je n'enlève pas ça. C'est dans un contexte spécifique, mais c'est une personne fascinante, extrêmement intelligente et ça fait pas si longtemps qu'on reparle de lui. Exactement. Réellement, quand, en fait, les explorateurs, ils n'auraient pas exploré grand-chose sans lui. Exact. Donc il y a ça. On a l'histoire aussi, après la Révolution américaine, des loyalistes. Donc des gens qui tenaient encore avec la couronne britannique et qui, du coup, comme ils se sont battus pour la couronne, ont été... c'était des esclaves et ils ont été libérés pour ça. Et ils ont le droit d'avoir des terres pour s'installer ailleurs. Donc ailleurs, c'était la Nouvelle-Écosse, c'était l'endroit le plus proche. Et ces communautés vivent encore là. Il y en a pas mal autour d'Halifax. Et ces gens-là ont encore du mal à avoir accès à des services, de première... première nécessité, tu vois, de la flotte, etc. Toutes les décharges, ça va chez eux. Donc il y a des trucs pourris. Et puis, il y a aussi que on a donné ces terres. Et en fait, il y a beaucoup de ces personnes qui n'ont pas de titre légal. Donc, si tu y habites, tu es chez toi, on ne peut pas te chasser. Mais si tu veux, par exemple, revendre ta maison parce que tu veux que tes petits-enfants puissent revendre ce terrain, puis avoir de l'argent, puis faire comme tout le monde d'autre qui fait la même chose, qui sont, blancs. Ils n'ont pas ce titre légal. Donc, c'est une énorme bataille et il y a des bonnes choses qui en sortent dans les dernières années, mais c'est très lent. C'est pas leur terre à eux. Ils ont le droit d'y être, ils ne peuvent pas déménager, mais t'as pas le fucking papier, donc t'es coincé. Et ça perpétue du coup des communautés. Absolument. Tu restes marginalisé. Ils vont pas partir, ils ont nulle part d'autre où ils peuvent aller, alors pourquoi est-ce qu'on leur donnerait de l'eau potable? Exactement. Ça... Et puis du coup, le prix de l'immobilier local, le fait d'attirer des gens plus riches, etc., c'est pas du tout un thing pour le gouvernement, tu vois, tout le monde s'en fout, et puis voilà. Donc, important de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Absolument. Et du coup, le mois du patrimoine africain. Absolument. Vraiment nice. Parce qu'il y a encore, on va le rappeler, du racisme systémique au Canada. Oui. Bon. All right. Petit contrat jusqu'en 2100, tranquille. J'ai lu ça, j'ai cru mal lire. Oui. Genre, est-ce que t'as inversé les chiffres, il y a une erreur? J'ai vraiment cru mal lire, tu vois, j'étais jusqu'en 1200, tu vois, genre non. Jusqu'en 2100, donc McKinsey, vous commencez à le connaître. C'est un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des organisations, des gouvernements, etc. Et qui prodigue des conseils, des fois sûrement très bien, tu vois, et puis des fois des conseils un petit peu plus, voilà, et qui facturent souvent très cher. Mais ça se passe comme ça dans les cabinets de conseil. Toi, ça t'arrive de faire du conseil? Moi, des fois, je donne des conseils. Mais... t'es pas payé pour ça? Je suis certainement pas au même montant que McKinsey, là. Yes. Moi, je suis discount. OK. Bon, bref, ça peut arriver de donner des conseils et d'être payé pour faire ça. Non, totally, mais c'est correct. Il y a une utilité, en tout cas, jusqu'à un certain point. Il y a une raison pourquoi ça existe, là. Exact.
Mais ça pose quand même une énorme question, surtout quand la direction des conseils qui est donnée est souvent dans une direction un peu dégueulasse, un peu contre les intérêts populaires en général. Penses-tu qu'eux, ils sont pour la réforme des retraites? des retraites? Ouais, je pense qu'ils sont vraiment pour la réforme des retraites. Tu peux travailler jusqu'en 2100 et là, tu pourras prendre ta retraite. Travailler aussi bien que nous. Non, mais en gros, c'est ça, tu vois. Genre, nous, on va y aller, tu vois. Donc, le gouvernement fédéral a signé un contrat ouvert jusqu'en 2100 avec McKinsey pour des services informatiques. L'information a fait surface au premier jour de l'enquête du comité parlementaire sur la centaine de millions de dollars en contrat accordé à la firme de consultants par le gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral canadien a donné plus de 100 millions de dollars à cette entreprise pour avoir des conseils. Voilà. J'espère que c'est des bons conseils. Et donc, bien sûr, les différentes chambres ont dit, on peut avoir une enquête sur ce que vous avez demandé, puis ce qu'ils vous ont donné, puis surtout, pourquoi au sein de nos administrations, on n'a pas des fonctionnaires capables de faire ça? Tu sais, 100 millions, ça représente quand même beaucoup de monde. Pourquoi on n'embauche pas des gens pour donner des conseils, pour travailler sur des études, etc. Des chercheurs, tu vois. Il y a des instituts de recherche, des universités, etc. Pourquoi on a besoin d'aller voir, tu vois, des libéraux qui font de la thune sur notre dos, le dos des Canadiens, etc. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en ouvrant la première page de ce dossier-là, ils se sont rendus compte, putain, il y a un contrat jusqu'en 2100 avec eux, on a signé, quoi. Oh my God. Alors, on va juste préciser que c'est un contrat informatique, donc il y a un lien entre les deux, qui est facturé $0 pour l'instant. Donc, il n'y a pas d'argent lié, mais en gros, c'est une sorte d'engagement. C'est en gros... De ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, c'est genre, la prochaine fois où t'as besoin de conseils informatiques, t'as dealé avec nous. Donc on va te faire payer à la presse. Donc c'est un monopole, quoi. C'est presque un monopole, tu vois. Donc, c'est même clairement un monopole. Donc ça, c'est un peu chaud. Et surtout, pas mal d'universitaires se penchent sur la question, notamment notre ami Armanda Clark, qui est professeur en administration publique à l'université Carleton, qui dit cette idée d'avoir des contrats ouverts sur 81 ans semble scandaleuse. Je pense que c'est là où il faut se demander à quoi sert d'avoir une fonction publique. Effectivement, à quoi ça sert d'avoir des fonctionnaires si tu passes tout par des cabinets qui te... Mais c'est l'effet de privatisation partout. C'est vrai, Mélo? Really? Wow, c'est la merde. Non mais moi, ce qui me saoule, c'est que tu pourrais payer des gens bien. Absolument. Pour faire des études, enrichir du coup ta culture de gouvernement. Et probablement pour moins cher aussi, pas pour mal payer les gens, mais c'est vraiment beaucoup d'argent. Yes. Holy shit. Bref, voilà, donc ça, McKinsey, on vous regarde, et puis voilà, peut-être que le jour où on vous aura il faut les nationaliser. Oui, voilà. S'ils sont tellement dans tous les gouvernements, s'ils sont tellement dans tous les gouvernements, on va les nationaliser. Visiblement, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc, autant les faire travailler directement chez nous. There you go. On prend tous les États qu'ils ont aidés, puis on divise le nombre d'agents de McKinsey, tu vois. Ouais, ça deviendra une société de la couronne. Puis en France, ça rejoindra juste la fonction publique, tu vois, ou dans tous les autres pays où ils travaillent. Ils pourront prendre leur retraite, hopefully, avant 64 ans. T'inquiète que s'ils étaient dans la dèche, ils donneraient d'autres conseils que la retraite à 64 ans. Alright. Ça, c'est cool. Yeah. Ça, c'est cool. Puis, ça a été discuté sur l'émission quand Laura était là. Yes. Donc, c'était les premiers pas vers l'avortement, donc l'IVG, dans la Constitution française, ce qui est très, très cool. C'est important. C'est une procédure médicale. Nécessaire. Ça sauve des vies. I don't care. Qu'est-ce que vous pensez autrement? Mais tu es pro-life. Oui. Tu es pro-life parce que je suis pro-choix. Non, je suis même pas pro-choix. Je suis pro-avortement. Parce qu'un choix, c'est un choix que beaucoup de femmes autour du monde ne peuvent pas faire légalement ou n'ont même pas l'option. Alors, je suis pro-avortement. Ça, c'est mon choix. Wow. There you go. Bam. Hot take. Mais non, yeah. Ça, c'est vraiment nice ce qui est en train de se passer. Absolument. La France va peut-être être le premier pays à inscrire dans sa constitution le droit justement à l'intervention volontaire de grossesse, l'IVG et l'avortement, comme on l'appelle. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on va quand même noter une chose. Il se passe pas mal de choses autour du monde au niveau des droits des femmes et notamment du droit à l'avortement. On l'a vu notamment en Pologne, on l'a vu en Hongrie avec Viktor Orban, on l'a vu aux États-Unis. Donc, ça se rapproche, tu vois, des attaques contre le droit à l'avortement. Et on va aussi noter une chose, c'est qu'en France, même si
globalement, la majorité des gens sont pour et que la majorité des élus sont pour l'avortement, ils ne se prononcent pas contre, il y a quand même beaucoup de lobbyisme C'est ça. de la part d'organisations qui voudraient le retirer. Et surtout une chose, et pourquoi c'est important, le droit à l'avortement a beau être légal et tout ce qui va bien en France, malheureusement, il y a de moins en moins de moyens financiers. C'est ça. Mais c'est lié avec la crise de l'hôpital et la crise des finances publiques. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se battre pour que les gens payent juste leurs taxes. Parce que autant de cliniques d'avortement qui ne sont pas disponibles et qui ne sont pas là, ça fait s'effondrer le droit à l'avortement en France. Et pourquoi on dit ça ? Moi, je voulais juste dire la citation que j'ai trouvée vraiment intéressante d'un gynécologue obstétricien, Henri-Jean Philippe. Putain, il a 3 prénoms. Bon, bref, ça, c'est un nom français. Henri-Jean Philippe. Il dit, dans les pays où l'IVG est illégale, les conséquences sont importantes sur la mortalité des femmes, multipliées par 50 à 100 par rapport aux pays où l'avortement est légal. Oui. On va le rappeler. Les femmes, si elles veulent pas un enfant, elles vont de toute façon le faire. Mais elles vont le faire dans des conditions dégueulasses. Elles vont le faire en mettant en place, aussi, tu vois, en faisant se développer le trafic. Absolument. D'enfants, le trafic de prestations médicales dans des conditions toutes nulles, avec un risque en plus de mortalité qui va être accru. Et aussi, une autre chose, c'est que les riches payez vos taxes, parce que ça permet à tout le monde d'avoir un service. Ouais. Aussi, une autre chose, c'est que si le droit à l'avortement n'est plus garanti dans un pays, on le sait très bien, les riches, eux, vont avoir les moyens d'aller dans un autre 100%. pays pour se faire avorter. Du coup, c'est pas qu'une question de droit des femmes, c'est une question sociétale. C'est une question d'équité. Oui, puis clairement une question d'équité, quoi. Ça, c'est nécessaire. Et je suis curieuse de voir aussi ce que la loi va dire exactement. Ou, en tant que soi, ça devrait être toute personne qui puisse avoir un enfant ou qui puisse tomber enceinte. Parce que, fun fact, il y a des hommes qui ont des utérus, puis quand t'as un utérus qui fonctionne puis qui peut créer la vie, on va dire ça comme ça, tu peux avoir un avortement si tu veux pas que ça se passe. Exactement. So, avoir aussi qui est-ce que ça protège? Est-ce que les hommes trans, les personnes non-binaires, peu importe comment ils s'identifient, pourront avoir accès à un service dont ils peuvent avoir besoin? C'est non seulement pas vouloir avoir un enfant, mais il y a des questions de, parfois, vie ou de mort de la personne enceinte. Puis c'est pour ça qu'il y a des avortements. Si tu sais que... Même, moi, j'ai connu des personnes qui voulaient un enfant et qu'ils savaient que l'enfant allait être très, très mal en point au mieux, et sinon mort-né. Et c'est la pire décision du monde de devoir choisir qu'est-ce que tu fais, right? Mais tu sais que ça va probablement être plus dangereux pour toi. C'est une décision de faire un avortement. Et de rendre ça pas légal quand il y a personne qui a un avortement pour le fun, clairement. Si quelqu'un peut me trouver quelqu'un qui a un avortement pour le fun, let me talk to them, je suis très curieuse. Je sais pas, moi je trouve ça anti-humaniste. Comme ça... Yes. Yeah. Ça Donc, me fâche. Voilà. Surtout que l'inscrire dans la Constitution, donc du coup avec les bons termes, tu vois, pour que ça inclue les personnes capables de porter un enfant, voilà. Tu vois, ça va aussi permettre de mettre des fonds, de protéger contre des futures attaques. Si par exemple un gouvernement d'extrême droite arrivait au pouvoir, par exemple en France, tu vois. Weird. Quoi? No étrange, way. Étrange, hein, tu vois, des gros faf qui viendraient, et puis on sait qu'ils adorent ça, tu vois, ça se voit en Pologne, c'est des faf, et voilà, puis d'avortement. En Hongrie, c'est pareil, tu vois. Donc, Donald Trump, la même chose. Donc, non, l'extrême droite, les gars, si vous êtes une femme, passez votre ça, chemin. Je comprends pas. Vous avez beau kiffer votre pays, vous avez beau pas... Enfin, j'en sais rien, mais vous êtes une femme. Don't do it. N'allez pas vers l'extrême droite. Vous n'allez pas trop kiffer les années 1800, là, clairement. Non. Bref, donc ça c'est une bonne chose et du coup ça voudra dire également des moyens supplémentaires qui vont permettre de faire de la prévention, de faire de la communication, tous les trucs dont on a besoin tous les jours pour pouvoir se dire tiens, j'ai accès à ça, tiens, faut pas que j'attende 14 semaines sinon ça devient illégal, blablabla. Toutes ces choses là, donc du coup, le mettre dans la Constitution, c'est nice et on sera la France sera le premier pays au monde à le faire et ça c'est vraiment une bonne chose parce qu'on sait que la France a quand même pas mal montré l'exemple sur des petits trucs. Non, absolument. Sur ces avancées-là. On est en retard sur plein d'autres trucs, mais nice. Des bonnes nouvelles.
Ah, mais c'était une bonne nouvelle avant aussi, quand même. Overall. Ouais, non, avant, c'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Mais là, c'est les nouvelles plus light. Je peux parler de la première? Yeah! Mon Dieu, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors, l'Australie, vous le savez sûrement, est une ancienne colonie britannique qui, comme toutes les anciennes colonies britanniques blanches, avait décidé de garder des monarques sur ses devises, en gros, donc sur ses billets, sur ses pièces, etc. Fièrement partie du Commonwealth, faut le représenter, là. Mais du coup, de moins en moins fièrement, visiblement. Oui, non, mais très bien, c'est très bien. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que... avec la mort de la reine Elisabeth II, notre première émission a eu lieu le jour de la mort d'Elisabeth II. Et c'est là on a décidé à quel point est-ce qu'on voulait être méchant. On peut en rire aujourd'hui. Oui, maintenant ça va, ça fait longtemps. Bref, même si on a déjà ri, on en a ri à l'époque. Oui. Donc là, l'Australie a dit, il me restait, en plus, sorry, mais le billet de 5 $, en plus c'est un peu cheap, tu vois, pour un roi. Enfin bon, bref, qu'importe. Mais en gros, il restait la reine sur le billet de 5 $ canadien, australien. Et du coup, ils ont décidé que au changement de la prochaine monnaie, donc du coup avec le changement de monarque, ils n'allaient pas mettre un monarque sur leur billet de 5 $. Ce qui est une bonne chose, et ils allaient plutôt mettre des symboles autochtones. Ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment nice. Yeah. C'est un signe aussi d'ouverture. C'est un signe de plus vers, c'est ton pays, gros. Donc, autant que tu sois sur les billets aussi. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose que tu remarques quand même en voyageant. Bon, si tu as encore du cash, mais quand tu as l'argent local, quand tu vois ce qu'il y a sur les billets, ça te montre quand même, je sais pas, un peu comme une image du pays, puis de la culture que le pays veut montrer. Puis il y a certains pays où c'était genre des artistes puis des gens qui ont fait des trucs importants pour le pays. Je sais plus lequel, mais j'avais trouvé ça super cool parce que je me disais, c'est ces personnes-là que vous avez décidé de mettre de l'avant dans la chose qu'on utilise un peu tous les jours. Donc c'est quand même, c'est bien. Je vais préciser une chose, malheureusement la tête du monarque sera quand même sur les pièces. Donc si vous voulez vous en servir pour caler un meuble ou pour vous torcher, vous pouvez toujours faire. C'est moins pratique. De toute façon, personne utilise des pièces, alors c'est ça. Peut-être qu'en Australie. Peut-être pour du parking, là, je vois ça. Non, juste honnêtement. Mais payer ton caddie avec tu as une tête de roi, c'est quand même, il y a un petit côté nice, tu vois. Et c'est quoi cette autre news? Yes, sur les Sims. Donc, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Mais on a parlé de, tu sais, Second Life, un petit peu, de l'idée de la tech, puis de la représentation là-dedans. Et bien que le Metaverse devient peut-être pas aussi populaire que ce qui avait été pensé, les Sims, ultra populaire. Ça a toujours une énorme fanbase, c'est encore très, très actif. Et c'est vraiment un endroit où tu peux, bien évidemment, créer des personnages. Mais souvent, on crée des personnages peut-être qu'on aimerait être ou des personnages qui nous représentent plus. Oui. Et donc, maintenant, ils vont rajouter des personnes trans ou plutôt des personnes qui auront eu oh mon Dieu, c'est quoi en français? Une torsoplastie. Ouais. Donc, en gros, on enlève les seins. Hommes trans. Et aussi des appareils auditifs. Donc, juste des petits... C'est des petits extras. Il y a aussi des binders. Donc, je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est ce qui aplatit les seins, qu'on peut porter, le contraire d'un soutif, en fait. Là, ça. Okay. Mais vraiment pour montrer de la diversité puis que les personnes puissent plus s'identifier. Donc, je trouvais ça intéressant, ce parallèle où, tu sais, on parle d'un côté virtuel qui peut-être vit pas autant que ça aurait été souhaité, mais Sims qui est là depuis quand même franchement longtemps. Carrément. Ils sont là du genre, oui, on va rajouter des trucs qui sont logiques. Populaire. C'est vraiment populaire, c'est un bon signe. C'est du progrès. Totally, c'est une représentation. Le simple fait de pouvoir te représenter toi et te sentir à l'aise, c'est important. Yeah. Nice. C'était un bon tour d'actu. I agree. C'était pas mal. C'était vraiment nice. Ça plus joyeux. Ouais, c'était plus joyeux que la fois dernière. On a quand même parlé du pape et du roi de... c'est joué. J'ai juste un truc à dire. Mon Dieu, j'ai pris la définition... J'ai appris la définition d'un mot que je n'utilisais jamais. Cassos. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est un mot que je déteste. J'ai appris la définition d'un mot que j'utilise pas. Non, mais oui, mais, nice. mais parce que je l'utilisais pas, tu vois. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un cassos? Non. C'est le diminutif un peu grossier, vulgaire, tu vois, de cas social. Ah, ok. Et un cas social, c'est décrit comme étant quelqu'un qui est en marge de la société. Ouais. Tu vois,
par exemple, qui est en marge de la société et qui peut des fois avoir besoin de la solidarité nationale, tu vois, pour vivre. Tu vois, en gros, c'est ça. Ouais, des aides financières du gouvernement. Par exemple. etc. Et en fait, vous savez quoi? En fait, en lisant cette définition, donc j'utilise jamais ce mot-là, parce que je le trouve nul et inadapté, tu vois, ça décrit pas les réalités sociales des choses. Ici, et en fait, on appelle ça un BS, qui est quelqu'un sur le bien-être social. OK. Que c'est le chômage. Mais bon, on choisit des mots pour C'est ça. l'illustrer différemment. Tu sais, en lisant la définition, en fait, j'ai réalisé que Bernard Arnault était un cassos. Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, est un cassos. Donc, la définition elle-même dit quelqu'un qui est en marge de la société, c'est-à-dire qu'il y a peu d'interaction sociale avec le monde, tu vois, et qui dépend des aides, qui est très limité au niveau de son argent, tu vois, et qui dépend des aides de l'État. Et étrangement, quand on voit toutes les réformes qu'on essaie de faire pour le bien-être de la société, et que visiblement il y a un porte-monnaie auquel il ne faut absolument pas toucher, visiblement ça a l'air d'être vital, eh bien c'est celui de Bernard Arnault et de ses amis milliardaires. Donc c'est quelqu'un qui est marginalisé vis-à-vis de la société, il ne vit pas avec nous, il est très proche de ses sous, et en plus il touche énormément, si on regarde proportionnellement, il paye moins d'impôts qu'une famille qui touche moins de 100 000 euros ou dollars par an, il paye proportionnellement moins d'impôts, ce qui fait de lui quand même quelqu'un de protégé financièrement, tu vois. Et surtout, il touche des aides de l'État en quantité faramineuse dans toutes ses entreprises. C'est pourquoi Bernard Arnault est, à mon avis, le plus gros cassos du monde, en plus d'être l'homme le plus riche du monde, et c'est pas incompatible visiblement. Donc moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, tu vois, que les gens s'emparent peut-être de cette idée et que... on reprend le terme et on... Ah ouais, non, mais il faut changer. Hein. Ah ouais. J'étais vraiment sur le mot parasite. Ouais. Et en fait, je me rends compte que parasite, ça marche pas... Enfin, ça marche, tu vois, les morpions, les poux, tout ça. Enfin, tu vois, c'est nice, tu vois. Les sangsues. Les sangsues. Mais là, cassos, c'est parfait. Bernard Arnault, je l'ai mal dit. Bernard Arnault, t'es un cassos. Nanar, t'es un cassos, ça. Je suis vraiment désolé, mais tu sembles remplir toutes les cases de la définition. It is what it is. It is what it is. On reste là-dessus? On a fini pile à l'heure. Nice. On va se faire une petite pause d'une petite dizaine de minutes et on se retrouve avec Ludmilla. On va aller voir ce qui se passe au Québec depuis la dernière élection provinciale qui a vu la reconduction au pouvoir de François Legault avec la Coalition Avenir Québec, la CAQ comme on dit, qui est un parti de vieux, comme l'avait dit Ludmilla la fois dernière, qui est un parti de vieux et qui tourne de plus en plus à la droite décomplexée, notamment avec ce dont on a parlé avec la consultante sur l'islamophobie au Canada. On va parler un petit peu de tout ça, on va faire un petit bilan de ce qui se passe au Québec, ça permettra aux Français de voir un petit peu ce qui se passe au Québec, puis au Québec d'avoir le point de vue de Ludmilla qui est un peu engagée. On avait bien aimé son point de vue la fois dernière, donc on l'a réinvité. Petite pause et puis voilà, c'est ça. À toutes.